Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, ravi d'être là avec vous aujourd'hui, mais un peu déçu de ne pas l'être en présentiel. On aurait été ravis de découvrir nos collègues et de discuter plus que le Zoom nous le permet. Je vais vous parler des angioedèmes akinine. Donc, je suis coordonnatrice du Centre national de cette pathologie. Et nous sommes aussi un centre d'excellence au niveau européen. Donc, comme toujours, mes liens d'intérêt, comme je le dis souvent, j'ai des liens d'intérêt avec tous les laboratoires qui travaillent sur la pathologie dont je m'occupe de manière équilibrée. Alors, voilà le plan que je vous propose aujourd'hui. Alors, un petit rappel historique, c'est la première publication que j'ai pu trouver sur l'angioedème héréditaire, appelée à l'époque œdème angioneurotique. C'est une publication de 1909 à peu près, et qui est très pertinente sur la description de la pathologie, et puis d'une photo avec les difficultés des photos de l'époque. Tout ça pour rappeler qu'au départ, cette pathologie était appelée œdème angioneurotique et maintenant on insiste sur le fait qu'on ne parle plus que d'angioedème héréditaire, il y a une petite faute, mais en tout cas d'angioedème héréditaire, voire d'angioedème bradykinique. C'est vraiment la nouvelle terminologie qu'il faut utiliser à l'heure actuelle. Définition et classification des angioedèmes. Donc les angioedèmes, à la base, c'est un syndrome clinique, ce n'est pas le nom d'une maladie, c'est un œdème localisé, non inflammatoire et aigu. C'est la définition de l'angioedème. C'est important de dire qu'il est soudain, il est transitoire, il va durer quelques heures, quelques jours, 5 à 7 jours maximum, mais entre les poussées, le patient, le membre touché redevient totalement normal. Il a la couleur de la peau, il n'est pas rouge, et il peut être évidemment volontiers récurrent. Alors, j'essaye d'enlever ma barre, voilà. Ça ira mieux. Donc, important, la disparition totale entre les poussées. Alors, voici quelques exemples d'angioedème. Un bel angioedème de la main, des mains, de la langue, des paupières ou d'une lèvre. Quelles sont les étiologies des angioedèmes? Dans la majorité des cas, les 95% des cas, c'est des angioedèmes mastocytaires qui sont la plupart du temps spontanés. Ils peuvent être allergiques, mais dans ces cas-là, l'angioedème allergique est souvent associé à d'autres signes d'anaphylaxie, une urticaire, un érythème, un choc, etc. Dans quelques cas, l'angioedème peut être secondaire à la prise d'AINS, non par un mécanisme allergique, mais par un mécanisme d'intolérance. Et puis, vous voyez que l'angioedème bradykinique, notre maladie rare, est beaucoup plus rare, mais comme vous le voyez sur ces deux photos, visuellement, on ne peut pas les différencier. Et le problème, c'est quand vous avez un angioedème, comment savoir si vous avez un histaminique, un bradykinique? Ça a un impact, puisque la thérapeutique ne va pas être la même. Lorsqu'on a un angioedème, on suspecte plutôt un angioedème mastocytaire histaminique et on va mettre des antihistaminiques, de l'adrénaline. Vous remarquerez qu'on ne met pas de cortisone, car ce n'est pas un traitement des pathologies histaminiques, mastocytaires, ni de l'anaphylaxie d'ailleurs. Donc, on met ce type de traitement et si on a bien un angioedème mastocytaire, tout va bien. Par contre, en cas d'angioedème bradykinique, le patient s'aggrave parce que ce type de traitement ne permet pas de soigner un angioedème bradykinique. D'où l'importance, même si c'est rare, de ne pas rater le diagnostic d'angioedème bradykinique. Et donc, on a fait une étude basée sur les certificats de décès français entre 2000 et 2015, ainsi que des données de pharmacovigilance pour évaluer le décès par angioedème. Alors, le taux par angioedème isolé, c'est-à-dire qu'on a pris que les angioedèmes qui n'avaient aucun autre signe. On n'a pas pris, entre autres, les angioedèmes associés à des signes d'anaphylaxie. Donc, un angioedème de base, le taux de mortalité est faible, il est de 0,36 par million d'habitants. Et vous voyez que, par contre, si on regarde les angioedèmes mastocytaires histaminiques spontanés, le taux de mortalité est très, très faible. Par contre, celui de bradykinique, même s'il reste faible, est beaucoup plus élevé. Ce qui montre que lorsque vous avez un angioedème bradykinique, votre risque de décès est 45 fois plus élevé qu'en cas de pathologie histaminique.
Quand doit-on penser à un angioedème bradykénique? Vous devez avoir un patient qui a que des lésions d'angioedème, pas d'urticaire associée, pas de plaque rouge qui gratte. C'est important. Du moment que vous avez une urticaire superficielle associée, ce n'est pas un angioedème bradykénique. Enfin, un angioedème bradykénique va durer au moins 24 heures. Un angioedème qui va durer que quelques heures, 2-3 heures, ne peut pas être bradykénique. Ensuite, les autres éléments qui vont évoquer un angioedème bradykénique sont le contexte familial, quand vous avez plusieurs personnes qui sont touchées par la même pathologie, la présence de crises abdominales subocclusives, j'y reviendrai plus loin dans mon exposé, mais ce sont des signes assez spécifiques. Et puis, si le patient prend des IEC ou vient de subir une thrombolyse, cela peut être des facteurs favorisant un angioedème bradykénique. Vous soupçonnez un angioedème bradykénique, première chose à explorer, c'est le C inhibiteur et le C4. Et puis, si vous avez une forte présomption d'angioedème bradykénique, votre C inhibiteur reste normal, vous pouvez évoquer un angioedème bradykénique à C inhibiteur normal et faire des recherches de mutation, et j'y reviendrai plus loin. Les angioedèmes bradykéniques, donc vous avez ceux qui sont avec déficit en C inhibiteur, l'angioedème héréditaire avec déficit en C inhibiteur. Il existe aussi les angioedèmes acquis, dont je ne vous parlerai pas, qui sont plus que rares, mais qui sont souvent associés à la présence d'un anticorps anti-C inhibiteur et à des pathologies type lympho. Vous avez des angioedèmes qui vont avoir un dosage de C inhibiteur totalement normal, soit des formes héréditaires, donc associées maintenant, vous voyez, à plusieurs mutations, on en a à l'heure actuelle 5 d'identifiés, ou alors ce vont être les angioedèmes liés à la prise d'IEC ou de thrombolyse d'AVC. Un peu de physiopathologie. L'angioedème bradykénique est lié à une activation de la phase contact de la coagulation. Donc, tout se passe au niveau du facteur 12, de la précalicréine du plasminogène. Un stress vasculaire va activer le facteur 12, le mettre en facteur 12 activé, et donc clivage de la précalicréine et donc apparition de calicréine, clivage du plasminogène et apparition de plasmine, qui vont même auto-activer encore plus le facteur 12. Calicréine, plasmine vont couper le kininogène de haut poids moléculaire et donc permettre la synthèse de bradykinine. Cette bradykinine a une demi-vie courte car elle est rapidement dégradée par des kininases dont la principale est l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Bradykinine se fixe sur 2 types de récepteurs, le B1 et le B2, mais pour l'angioedème, c'est essentiellement le B2 qui est impliqué et qui favorise et qui permet la perméabilité vasculaire, l'infiltration du liquide dans les tissus et donc l'angioedème. Le C inhibiteur apparaît à ce niveau pour contrôler toute cette cascade de protéases et c'est l'inhibiteur principal des 3 protéines que sont la plasmine, calicréine et le facteur 12. Vous voyez qu'ici, je ne parle pas du tout du système du complément. Le système du complément n'est pas impliqué dans la physiopathologie, seul le C1 est impliqué, tout le reste ne l'est pas. La bradykinine, c'est un tout petit peptide qui a une durée donc très courte, puisqu'il est très vite coupé par ces 3 kininases. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la principale est l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ce qui explique que chez certains patients prédisposés, la prise d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine peut favoriser l'apparition d'angioedème à bradykinine. Il ne faut pas oublier que la bradykinine, c'est l'agent le plus puissant vasodilatateur de l'organisme et d'augmentation de la perméabilité vasculaire. Il a été dosé par des méthodes un peu complexes qui ne peuvent être pas faites en routine à l'heure actuelle. Une élévation de la bradykinine de manière localisée chez des patients qui avaient un angioedème bradykinique. Donc, vous voyez sur ces 2 images, le dosage fait du côté de l'œdème montre une élévation de la bradykinine, alors que celle-ci n'est pas élevée du côté du bras qui n'est pas gonflé. Vous voyez que par contre, en cas d'angioedème histaminique, il n'y a aucune élévation de la bradykinine.
On va rentrer un petit peu dans la clinique et parler en premier de l'angioedème avec déficit, de l'angioedème héréditaire avec déficit en CA inhibiteur. Donc, les patients, donc voici une patiente qui présente des angioedèmes un peu sur tout le corps et puis qui présente aussi ce type de lésions cutanées qui apparaissent souvent avant les angioedèmes, on appelle un rash réticulaire, qui n'est pas prurigineux, qui n'est pas en relief. Ce n'est pas du tout de l'urticaire, hein, mais certains patients décrivent très bien ce type d'éruption avant une crise d'angioedème. Et cette patiente présente aussi des lésions, des crises abdominales. Et vous voyez sur scanner, lorsqu'on fait une, je ne sais pas si on voit, oui, on voit, je pense que vous voyez ma souris, on voit donc des aspects d'œdèmes intestinaux, un peu en cocarde, ici on les voit très bien, et puis des lames d'acide. Ça, c'est très évocateur de crise abdominale d'angioedème. Dans ces cas-là, quel dosage faites-vous? S'il y a un dosage à faire, comme je vous l'ai expliqué en introduction, vous devez faire un dosage du CA inhibiteur. Le dosage à faire pour exclure un déficit en CA inhibiteur, c'est le dosage fonctionnel. Parce qu'il existe des angioedèmes héréditaires des mutations qui vont quand même fabriquer une protéine en CA inhibiteur, mais dont le CA inhibiteur ne marche pas. Donc, la seule façon pour éliminer un déficit en C1, c'est de faire un dosage fonctionnel du CA inhibiteur. Donc ça, vous voyez qu'il est très bas dans les angioedèmes héréditaires de type 1, type 2 et aussi dans les acquis. Par contre, il est normal dans les angioedèmes à CA inhibiteur normal. Le C4 est quand même très fréquemment bas, mais il faut savoir qu'on n'est pas à 100% et qu'il y a de temps en temps quelques angioedèmes héréditaires qui ont un C4 subnormal. Important à noter qu'en cas d'angioedème acquis, vous avez donc cette présence d'anticorps anti-CA inhibiteurs et puis surtout, dans 70% des cas, un C1Q abaissé. Donc, le dosage de C1Q peut permettre d'évoquer plutôt une forme acquise qu'héréditaire. Donc, je réinsiste, seul le dosage fonctionnel de C1 permet d'éliminer un déficit en C1. Un dosage bas doit toujours être contrôlé car la phase contact de la coagulation peut s'activer dans le tube. On peut donc avoir des défauts dans le préanalytique et tout dosage bas doit être contrôlé une deuxième fois. Par contre, un dosage normal reste normal. Il n'y a pas lieu de faire le dosage pendant une crise ou en dehors d'une crise. Vous pouvez, quand on a un déficit en CA inhibiteur, il est constant dans le temps, donc il n'y a pas besoin de respecter des précautions. Donc, nous sommes bien évidemment dans une maladie rare, sinon nous ne serions pas au sein de la filière Marie. Avec la prévalence évaluée à 1 pour 50 000 habitants, on devrait avoir 1500 patients en théorie. On en a un peu plus de 800 identifiés dans le réseau CREAC. C'est une maladie autosomique dominante, donc pas du tout liée à l'X. 75% des patients ont au moins deux localisations différentes des crises, les membres et la face, ou les membres et les crises abdominales, et 50% ont des crises abdominales et périphériques. Donc, l'aspect recherché si des patients ont des épisodes de crypte subocclusive est un élément important dans la démarche diagnostique. Il faut savoir quand même que les phénotypes peuvent être très différents d'un patient à l'autre, voire d'un même patient au cours de sa vie. Et certains patients sont totalement asymptomatiques et feront leur première crise à 60 ans. L'âge moyen des premiers symptômes est 14 ans, mais du fait, depuis que nos collègues pédiatriques travaillent avec nous sur la pathologie, je pense qu'on pourra réévaluer cette moyenne avec un abaissement des crises. Et à l'heure actuelle, on a des crises qui peuvent apparaître dès la première année. Et il y a même une publication très récente de crise in utero chez une maman qui était elle-même atteinte et avec à l'échographie une très belle visualisation d'un angioedème chez le bébé. Donc vraiment, il faut se garder en tête que les angioedèmes peuvent survenir dès les premières heures de vie, voire même avant. 50% des patients ont au moins une crise par mois.
Et comme je vous le disais tout à l'heure, les attaques durent au moins 24 heures, mais en moyenne, vous voyez, 2,5 jours. Et vous pouvez avoir des patients totalement asymptomatiques, c'est à peu près 15% des patients. Je voudrais revenir, excusez-moi aussi, sur les mutations. Outre le fait que vous avez des patients asymptomatiques, il y a aussi 30% de mutations de novo, ce qui peut expliquer que vous pouvez avoir un angioedème radicinique sans antécédents familiaux, ça n'exclut pas, puisque soit les parents n'ont pas la mutation, soit ils sont asymptomatiques. Les localisations, c'est vraiment presque partout. Ne pas oublier que ça peut toucher l'œsophage, le tube digestif, mais aussi la vessie avec des patients qui peuvent être parfois en rétention d'urine de manière assez impressionnante et nécessitant parfois la pose d'une sonde urinaire. Le plus embêtant, bien évidemment, on s'en doute, c'est la localisation ORL avec le risque d'asphyxie. Et je vais vous le répéter tout le long de mon exposé, même si le patient n'a jamais fait de crise, il est à risque de faire un jour un angioedème laryngé. On n'a aucun moyen d'éliminer ce risque à l'heure actuelle, on n'a aucun élément clinique pour dire à tel patient, vous ne ferez pas d'œdème laryngé. Et donc, il faut bien éduquer. Michel, tout à l'heure, a rappelé l'importance de l'éducation thérapeutique. Ça fait partie de nos leitmotivs. Vous êtes à risque toute votre vie, mais heureusement, il y a des médicaments pour empêcher cela, et j'y reviendrai plus tard. Les atteintes de la face, alors là, c'est un orthoportrait d'un patient américain. Les atteintes de la face, ben, c'est souvent parce que le patient va faire une atteinte de la face qu'il va à un moment consulter, parce que lorsque l'angioedème atteint la face, c'est toujours plus impressionnant, ça fait plus peur. Donc, vous voyez qu'à peu près 17% des attaques sont faciales, mais un patient, plus d'un sur deux, fera au moins une attaque faciale dans sa vie. 18% des attaques atteignent les voies aériennes supérieures. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un angioedème de la face, vous avez un risque qu'il y ait une extension secondaire aux voies aériennes supérieures. Vous voyez, le risque est évalué à 30% des cas. Et donc, en cas d'angioedème de la face, il faut vraiment prendre un traitement spécifique. Je rappelle que malheureusement, si on ne donne pas un traitement spécifique d'un angioedème ORL, il y a un risque de décès de 25%. Là encore, un orthoportrait de la crise abdominale qui marque que là, la crise abdominale ne met pas en danger la vie. Par contre, elle est très douloureuse. Elle impacte la qualité de vie de manière importante. C'est un vrai syndrome subocclusif, à la fois clinique et aussi scanographique. Vous voyez que la douleur est très intense avec des vomissements, des diarrhées. Il peut y avoir donc une acite, soit des petites lames, soit des acites massifs. Et il nous est arrivé d'avoir une patiente qui a été diagnostiquée sur la base d'acites récidivantes. Du fait d'acite et donc de fuite de liquide dans le troisième secteur, on peut avoir une hypotension. Ce qui est toujours frappant, c'est que le tableau clinique est très impressionnant, le tableau scanographique est très impressionnant, et parfois même le patient va être opéré parce que le chirurgien va prendre peur, alors que ces patients s'améliorent spontanément. Voici des images, là encore, scanographiques intéressantes qui montrent l'œdème majeur des parois, et 24 heures après, tout est guéri. Les angioedèmes avec C inhibiteur normal ont un tableau clinique très similaire, même type d'attaque périphérique, abdominale. Les premières descriptions cliniques remontent à 2000 et la première mutation a été détectée en 2006. Vous voyez que sur les dernières années, on est à un rythme de détection d'une nouvelle mutation par an, ce qui a quand même permis d'affirmer le diagnostic, puisque jusque-là, on n'avait que des présomptions cliniques. Pour la mutation F12, celle qu'on connaît le plus, il semblerait que la placémine soit au cœur de la genèse de bradykinin, ce qui explique probablement pourquoi l'acide tranexamique est efficace. La mutation PLG concerne le plasminogène. Pour l'angiopoïétine, on n'est pas encore sûr que le médiateur soit la bradykinine.
Le KNG, on est sur une mutation du kinogène, donc a priori, bradykinin est impliqué. Et puis, la dernière mutation en date, c'est la myoferline, et on ne sait pas encore vraiment si c'est la bradykinine qui est le médiateur clé. Alors, quelles sont les différences entre l'angioedème avec déficit en C-inhibiteur, les angioedèmes en facteur 12 et les angioedèmes plasminogènes? Je ne vous parle que de ces deux dernières mutations, puisque en France, à l'heure actuelle, on n'a identifié que des facteurs 12 et des plasminogènes. On est en train de screener certains patients pour le kininogène, mais à ce jour, on n'en a pas trouvé. Donc, angioedème avec déficit en C1, notre fil actif, c'est à peu près 800 personnes. Je vous disais que la moyenne d'âge des premiers symptômes, c'est à peu près 14 ans. Il faut savoir que la symptomatologie peut être aggravée chez la femme lorsqu'elle prenne de la pilule ou lors des grossesses. Les angioedèmes héréditaires avec un C1 inhibiteur normal et une mutation du facteur 12, notre fil actif, vous voyez, c'est à peu près 120 patients. Comme pour les trois formes, il y a une nette prédominance féminine, hein, parce que la pathologie est quand même clairement plus grave, plus sévère chez les femmes. Vous voyez que l'âge des premiers symptômes est plus tardif que pour le déficit en C-inhibiteur, probablement parce que c'est à ce moment-là souvent que les femmes, soit elles ont leur première contraception, soit parce qu'elles ont leur première grossesse, et que l'œstrogène est un facteur majeur, les œstrogènes sont un facteur majeur de déclenchement des crises. En France, ce n'est pas retrouvé dans d'autres pays, mais en France, en tout cas, on a une forte proportion de patientes d'origine maghrébine qui ont cette mutation. Et puis, comme je vous le montrais tout à l'heure, la plasmine semble être un trigger important de la physiopathe, et l'acide tranexamique agissant au niveau de la plasmine, on a une bonne efficacité de l'acide tranexamique au long. Pour les angioedèmes héréditaires avec C-inhibiteur normal et mutation du plasminogène, on a moins de patients, une trentaine en France à l'heure actuelle. Vous voyez que l'âge tardif aussi, il y a un âge plus tardif aussi d'apparition des premiers symptômes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une localisation préférentielle au niveau de la langue. Alors, vraiment, c'est majeur. Facteur 12, les facteurs 12, ça va être plus la face. Le plasminogène, c'est vraiment la langue. Et les facteurs aggravants sont l'œstrogène, mais aussi la prise d'IEC. On a des hommes qui ont déclenché leur première crise sous IEC. Et là aussi, plasminogène, plasmine, l'acide tranexamique est clairement très, très efficace. Important, je voulais vous parler des angioedèmes aux IEC de l'altéplase parce que c'est peut-être celui que vous verrez le plus. C'est finalement plus fréquent quand on voit le nombre de patients prenant des IEC dans le monde. Alors, voici le cas d'un patient sous lisinopril qui a débuté le traitement par IEC en 2002. Puis en 2009, il fait un premier angioedème de la langue. 2011, cette fois, c'est un premier angioedème laryngé. Quelques mois plus tard, un deuxième angioedème laryngé. En 2012, il fait son troisième angioedème laryngé grave et il subit une première trachéotomie. Et quelques mois plus tard, quatrième angioedème laryngé, deuxième trachéotomie. Et là, heureusement, il tombe sur une urgentiste qui nous avait écouté lors d'un congrès et qui a évoqué un angioedème aux IEC et qui a fait arrêter tout de suite l'IEC, et le patient n'a plus présenté de crise. Mais vous voyez un petit peu que si on n'arrête pas l'IEC, les crises deviennent plus fréquentes et plus graves. Voici un autre cas qui s'est malheureusement mal terminé. Donc là aussi, les angioedèmes aux IEC, la localisation au niveau de la langue est fréquente, mais cela peut toucher toutes les parties du corps, y compris au niveau abdominal. Cette patiente, je l'avais vue en 2015, j'avais retenu un angioedème aux IEC suite à un angioedème de la langue, et j'avais préconisé une contre-indication définitive aux IEC. Le souci étant qu'elle avait des troubles cognitifs, et en 2016, il y avait une reprise de l'IEC. Et malheureusement, 6 mois plus tard, elle a fait un angioedème dont elle n'a pas pu être sauvée et elle en est décédée. Donc, tout ça pour vous montrer l'importance du diagnostic d'angioedème aux IEC et puis de l'indication de la contre-indication définitive. Je vous rappelle rapidement pourquoi les IEC peuvent favoriser l'angioedème bradykinique. Il y a parce que
la bradykinin est dégradée principalement par l'enzyme de conversion de l'angiotensine et que si celle-ci est bloquée, eh bien, les deux autres kininases peuvent prendre le relais, mais si elles sont elles ont un petit phénotype un peu anormal, ben, on peut avoir une augmentation de synthèse de bradykinine et donc d'angiodème. Alors, quel type de patients font plutôt des angiodèmes aux IEC? Ce sont quand même plus les Afro-Américains, et vous voyez avec un odds ratio quand même très important. Et puis, par contre, cela protège plutôt les fumeurs. Les fumeurs sont plutôt protégés. Important, si les patients font une toux sous IEC, c'est un facteur de risque de faire un angiodème. Donc, non seulement la toux est irritante sous IEC, mais de changer le traitement peut être envisagé du fait du sur-risque d'angiodème. Enfin, donc, il a été montré que les patients qui sont porteurs d'un polymorphisme sur l'aminopeptidase P, donc une autre des kininases de la bradykinine, et bien, ce polymorphisme augmente le risque d'angiodème aux IEC. Et il a été montré que ce polymorphisme est associé à une baisse de l'activité kininase de l'APP. Il faut savoir que aussi le risque est plus élevé lorsque vous associez un IEC à d'autres médicaments. C'est le cas des gliptines. Lorsque vous associez IEC pour gliptine, vous avez un odds ratio beaucoup plus élevé. Par contre, une gliptine seule sans IEC il n'y a pas un risque plus élevé d'angiodème bradykinique. La même chose, ce sont les inhibiteurs de mTOR, ou IEC plus inhibiteur de mTOR, vous avez un risque relatif, vous voyez, une augmentation du risque à 3,8. Par contre, si le mTOR est tout seul, vous n'avez pas cette augmentation de risque. Donc, ça veut dire qu'on contre-indiquera l'IEC, mais pas l'inhibiteur de mTOR, ce qui peut rendre service, entre autres, chez les patients greffés. Un mot sur les angiodèmes et la thrombolyse des AVC, très liée donc à l'utilisation de l'altéplase. L'incidence peut aller jusqu'à 6% des patients qui subissent une thrombolyse. Et là, ça touche aussi beaucoup l'hémiphase, la langue, les voies aériennes supérieures, avec une survenue de l'angiodème dans l'heure qui suit le début de la thrombolyse, mais ça peut être des fois dans les 10 minutes qui suivent. Il est important de noter que 12% sont graves et doivent bénéficier d'une intubation et d'une trachéotomie. Dans les facteurs de risque, on a le fait que le patient était déjà sous IEC, ce qui semble assez logique. Alors, ce qui est interpellant, c'est que par contre, ce sur-risque n'existe pas du tout en cas de thrombolyse pour infarctus. Vous voyez, le risque est très faible. Comment diagnostiquer un angiodème aux IEC? Eh bien, un angiodème aux IEC est un C inhibiteur normal. Donc, bien sûr, vous aurez vérifié que le patient a un C inhibiteur normal. On pourrait avoir un angiodème avec un déficit en C1 révélé par la prise d'angiodème, par la prise d'IEC, excusez-moi. Mais c'est vrai, est-ce qu'il faut considérer que dès qu'un patient est sous IEC et qu'il fait un angiodème, on a systématiquement un angiodème bradykinique? On ne peut pas, car les angiodèmes histaminiques sont fréquents dans la population générale et un patient sous IEC peut faire aussi un angiodème histaminique. Et à l'heure actuelle, on n'a pas de moyen de doser la bradykinine en routine lors d'une crise. Donc, on contrôle le C inhibiteur pour éliminer un déficit en C inhibiteur, mais en cas d'angiodème aux IEC, le C1 est normal. Et puis, il y a quand même un enjeu majeur qui est la contre-indication définitive aux IEC. On sait comme les IEC quand même sont très cardio- et néphroprotecteurs et ce n'est pas anodin de contre-indiquer définitivement ce type de traitement. Donc, comment doit-on faire? Dans l'urgence, et c'est souvent aux urgences que cela se passe, on dit que la présomption est pour l'instant forte, on dit qu'on doit l'évoquer, on arrête l'IEC et on contacte le réseau CREAC pour organiser une consultation. Dans ces cas-là, on arrive toujours à voir les patients dans le mois qui suit cet angiodème. On reprend l'interrogatoire, on évalue s'il y a eu des antécédents d'angiodème avant la prise d'IEC, on éduque le patient, on lui explique et toujours, on continue à contre-indiquer l'IEC et puis on aime bien les revoir 6 à 8 mois après.
S'il n'y a pas eu de récidive, on a tendance à maintenir la contre-indication définitive aux IEC parce qu'on aura retenu ce diagnostic. Par contre, souvent, ce n'est pas rare qu'on va infirmer le diagnostic. En effet, vous voyez que le diagnostic d'angioedème aux IEC est réfuté chez un patient sur 2 en moyenne. Il y a une étude en cours qui est faite au niveau national. Donc, c'est quand même important d'un moment de revoir les patients à distance et demander l'avis d'un expert du CREAC. Alors, quand on arrête un IEC, il faut faire un switch en fait, parce que le patient est hypertendu, il ne faut pas le laisser sans traitement. Est-ce qu'on aurait tendance à vouloir utiliser un sartan en essayant de retrouver une cardioprotection et peut-être aussi une néphroprotection équivalente? Alors, dans les 6 premiers mois, on évite parce que le sartan peut peut-être donner des angioedèmes radiciniques. Et si on fait un relais par sartan et qu'il y a une récidive, on serait quand même assez embêté pour faire le diagnostic formel. Donc, on attend les 6 mois. Il faut savoir que, vous voyez, le risque d'angioedème sous sartan, il n'est que de 1,16, donc il est faible. Par contre, si vous avez fait un angioedème aux IEC et que vous prenez un sartan, le risque il est de 10%. Alors, il y a une première étude qui avait donné ce risque de 10%, mais une étude italienne a montré que le risque de récidive d'angioedème était identique que l'on switch vers un sartan, un bêta-bloquant, un calcium bloquant ou un diurétique. Donc, les études sont un peu contradictoires. Ce qui est important à retenir, c'est que dans l'immédiat, on évite un switch avec un sartan. 6 mois après, si on continue à contre-indiquer les IEC, c'est vraiment, on pèse le pour et le contre. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un bloqueur de la voie angiotensine ou pas? Et c'est important aussi d'éduquer le patient au risque et de lui donner la démarche à suivre en cas de récidive. Donc, on va arriver maintenant au traitement. Première étape, c'était notre premier souci dans les années 2000, c'était de mettre le patient à l'abri d'une crise fatale par asphyxie. Donc, c'est ça qui doit guider la première prise en charge. Et comme je vous l'ai dit, mais je vous le redis, le risque d'angioedème laryngé est imprévisible et existe toute la vie, même chez les patients faisant très peu de crises. Nous avons eu un décès l'année dernière d'un patient qui faisait pratiquement pas de crise, je crois qu'il en avait fait une à l'âge de 10 ans, et qui d'ailleurs ne croyait pas vraiment qu'il était malade et n'avait vraiment pas voulu prendre le traitement à domicile. Et donc, comment peut-on mettre nos patients à l'abri d'une crise asphyxiante? Bien, c'est grâce à l'arrivée du Firazyr en 2009, c'est pour ça que je vous l'ai mis en rouge. Vous voyez, les premiers traitements proposés, c'était le PFC et puis les premières utilisations de concentré de C1. En 2009 est arrivé le Firazyr, qui est un agoniste du récepteur B2 de la bradykinin et qui a l'avantage de s'administrer en sous-cutané, ce qui permet donc une auto-administration, mais surtout une administration partout. Alors que les concentrés de C inhibiteurs que sont le Berinert, le Ruconest et le Cinryze doivent s'administrer en IV, ce qui est plus compliqué à s'auto-administrer. Le Ruconest est un C inhibiteur recombinant fabriqué dans le lait de lapine, alors que le Berinert et le Cinryze sont des produits dérivés du sang qui peuvent être sujets à des épisodes de pénurie qui arrivent régulièrement depuis quelques temps. Donc, voici les modes d'action de ces traitements. Et vous voyez que l'icatibant est le traitement qui agit le plus en amont, le plus en aval, excusez-moi, de la cascade protéique. Et donc, dès l'arrivée de Firazyr en France, on a décidé que pour mettre à l'abri des crises asphyxiantes tous nos patients, même ceux qui sont asymptomatiques, dès qu'ils sont diagnostiqués, c'est d'avoir du Firazyr sur soi, dans son sac à dos, d'être éduqué à l'auto-injection sous-cutanée, mais aussi éduqué aux crises à risque, éduqué à la gestion des situations à risque. Et puis, l'idéal, c'est que le patient et que l'entourage du patient soit aussi éduqué à faire les gestes qui sauvent, dont l'injection du Firazyr. Lorsqu'on a été rassuré et
d'avoir mis nos patients à risque d'une crise fatale. La deuxième étape, ça a été de se dire, mais maintenant, on doit pouvoir aussi améliorer la qualité de vie de nos patients, et ça a été la deuxième étape. On a montré en 2011 ou 2013 que la qualité de vie des angioedèmes héréditaires était très altérée. Et vous voyez que cette qualité de vie, elle est aussi altérée que celle des patients qui sont allergiques. Vous voyez en rouge la qualité de vie des patients allergiques, excusez-moi, et en vert, celle des patients qui ont un angioedème héréditaire. La bleue, c'est les patients normaux. Vous voyez qu'elle est altérée sur tous les aspects de la vie. On a montré aussi que c'était à partir de que quand les patients faisaient plus de 5 crises par an, on avait une altération de la qualité de vie. Jusqu'à 5 prises par an, vous voyez que la qualité de vie était comparable aux patients qui n'avaient aucune crise. Par contre, dès qu'on passe à 6 crises, la qualité de vie est aussi altérée d'ailleurs que ceux qui font plus d'une crise par mois. Donc vraiment, le chiffre de plus de 5 crises par an est devenu un peu une indication de proposer un traitement de fond. Grâce à l'arrivée dernièrement de plusieurs traitements de fond, on a vraiment maintenant l'opportunité de pouvoir faire un traitement personnalisé à nos patients. Vous voyez que les premiers traitements de fond étaient un peu difficiles à tolérer, puisque les premiers, ça a été la testostérone. Chez les hommes, c'est encore correct à utiliser, mais chez les femmes, c'est plutôt compliqué. 72-76, l'acide tranexamique et le danazol ont montré une efficacité dans des études randomisées, mais au prix d'effets secondaires, entre autres pour le danazol. Le premier vraiment traitement beaucoup plus spécifique et efficace a été le Synrise en 2012, mais au prix de 2 injections intraveineuses par semaine et avec une efficacité que de 40 à 50%. La vraie révolution, là aussi, je vous l'ai mis en rouge, c'est en 2018 l'arrivée du lanadelumab en sous-cutané qui a permis une amélioration spectaculaire de la pathologie. Et puis, plus récemment, nous en avons un nouveau qui arrive par voie orale, un inhibiteur de la kallicréine. Donc, je vous ai remis mon petit schéma avec le niveau d'intervention des différents médicaments. Donc, vous avez le Synrise, danazol et progestatif qui agissent au niveau du gène muté, qui semblerait que, en agissant comme on est sur une maladie autosomique dominante, on n'a qu'un gène malade, hein. L'autre est sain. Et donc, le danazol progestif favorise la synthèse du C1 au niveau du gène malade. Donc, le lanadelumab, berotralstat, c'est cette nouvelle famille qui arrive, qui sont donc des antikallicréines. Le lanadelumab est un anticorps, le berotralstat est une molécule chimique, est un bloqueur de la kallicréine. Et vraiment, quand je parle de réduction impressionnante du nombre de crises, vous voyez, ça, c'est les données qui ont été publiées suite à l'étude de phase 3 du lanadelumab. Mais nous avons mis en place une étude en vie réelle en France qui va être bientôt publiée, dans le cadre d'ailleurs de l'ATU, et qui confirme ces résultats très, très impressionnants, avec une tolérance très, très bonne. Alors, Michel disait tout à l'heure qu'il y avait dans notre filière beaucoup de maladies orphelines. Nous avons une maladie rare, mais qui n'est plus orpheline. Donc, on a des médicaments et on en a encore beaucoup en développement. On a la thérapie génique qui commence à être développée et qui devrait être testée en phase 1 en France en 2022. Nous avons aussi des médicaments développés qui ciblent le facteur 12. Et puis, nous avons encore un autre antikallicréine par voie orale qui arrive en traitement de crise et de fond, et puis aussi un anti-B2, donc, qui agirait au niveau des récepteurs B2, mais qui serait pris par voie orale et qui serait un traitement de crise. Les deux derniers traitements qui sont en rouge bien débitent en France. Nous sommes en train d'ouvrir les sites à l'heure actuelle. Donc, voilà quand même beaucoup d'espoir pour cette pathologie. En conclusion, voici un peu une synthèse des différents types d'angioedèmes et comment avancer dans les diagnostics. L'examen clé,
c'est le dosage fonctionnel du C inhibiteur et qui, en fonction de son taux ABC ou non, permet quand même de vous guider dans le diagnostic. Mais on est dans une pathologie rare, on ne peut pas toujours maîtriser toutes ces pathologies rares, et donc le CREAC est vraiment à votre disposition. Tout d'abord par le biais de plusieurs sites implantés, mais par contre, nous n'avons pas de référent dans les Antilles et Guyane. Nous avons un référent à l'île de la Réunion, mais ça nous manque pour les Antilles. Nous avons à votre disposition une hotline que je vous ai mis en rouge, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et nous avons régulièrement des appels de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Elle est assez utilisée par vos collègues urgentistes. Et puis, en cas d'avis semi-urgent, vous pouvez nous poser des questions sur le mail que je vous ai indiqué. Et sachez aussi qu'il existe des RCP nationales tous les mois où vous pouvez aussi envoyer des demandes d'avis ou, entre autres, pour la mise sous traitement des dernières molécules. Les dernières molécules, je ne l'ai pas précisé, mais sont très efficaces, mais un coût certain. Le lanadelumab, c'est à peu près 11 000 € l'injection, ce qui peut expliquer que c'est quand même mieux de passer par la RCP du CREAC pour valider l'indication. Je vous remercie pour votre attention.